Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière capsule qui porte sur le cycle de l'azote. On ne lâche pas, c'est presque terminé. On commence ça à l'instant. Donc, comme on a fait avec le cycle du carbone, on va regarder un peu l'importance de l'azote. Comme le carbone, l'azote est importante pour plusieurs molécules organiques, que ce soit les acides aminés, les protéines, même les acides nucléiques. Donc, c'est important pour la formation de l'ADN. Si on regarde un brin d'ADN ici, vous voyez que l'ADN est constitué d'un sucre, un groupement phosphate et d'une base azotée. Je ne pense pas que je vous vends un gros punch si je vous dis que dans la base azotée, il y a de l'azote. Donc, tous les organismes vivants ont besoin d'azote pour leur survie, que ce soit pour former leur ADN ou former des protéines. Chez les végétaux, par contre, l'azote, c'est un nutriment limitant pour leur croissance. Donc, c'est super important qu'il soit recyclé rapidement et efficacement parce que l'azote, c'est une molécule super importante dans la fabrication de la chlorophylle, qui est un pigment photosynthétique. Donc, la chlorophylle permet la photosynthèse qu'on parle depuis le début de la session. Si on regarde ici un exemple qui semble être une feuille de laitue, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais ce qu'on voit, c'est sa progression dans un environnement qui manque d'azote. Donc, au départ, on a une belle feuille verte. Elle est verte parce qu'elle a assez de chlorophylle. La chlorophylle, c'est le pigment photosynthétique qui donne la couleur verte à nos plantes. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le temps, cette couleur verte-là passe à une espèce de jaune blanchâtre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez d'azote pour former la chlorophylle, donc la plante perd sa couleur verte. Ce qui veut dire que c'est très important, l'azote, parce que c'est un facteur limitant de la productivité primaire. Si on n'en a plus, puis qu'on n'est plus capable de faire de photosynthèse, on limite la productivité primaire de notre écosystème, et donc ça va limiter aussi la productivité secondaire, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi les réservoirs du cycle de l'azote? Le réservoir principal, c'est l'atmosphère. L'atmosphère est composée à 76 d'azote gazeux, donc N2, on dit aussi diazote. Si vous regardez le diagramme circulaire ici, c'est tout ça. Donc, 76 de l'atmosphère, c'est composé d'azote et seulement 20 d'oxygène. Donc, on a une très, très grosse réserve dans l'atmosphère. Les autres réservoirs, ça va être le sol, les sédiments, les autres surfaces eaux souterraines et la biomasse des organismes. Parce que, comme je viens de le dire, c'est utile pour les protéines, mais c'est utile aussi pour l'ADN. Donc, tous les organismes vivants sont un peu des réservoirs d'azote. Quand ils vont mourir, ils vont être dégradés par nos décomposeurs qui vont ramener ça dans le sol et qui vont ensuite pouvoir être utilisés par nos plantes pour faire toutes les réactions métaboliques qu'ils ont besoin et pour s'assurer de produire, par exemple, de la chlorophylle et de faire de la photosynthèse. Donc, tous les organismes vivants dans leur biomasse ont de l'azote et sont un réservoir d'azote. Donc, si 76 de l'atmosphère est composée d'azote, pourquoi son cycle est si important? Parce que techniquement, on ne devrait pas avoir vraiment peur d'en manquer. Il y en a plein dans l'atmosphère. Le problème, c'est que le diazote ou l'azote gazeux présent dans l'atmosphère, ce n'est pas une forme utilisable pour les végétaux. Les végétaux vont utiliser l'ammonium, du NH4+, et du nitrate, du NO3-. Et oui, avant que j'aille à la question en cours, les noms sont importants à retenir et les molécules aussi. Donc, c'est important de savoir que de l'ammonium, c'est du NH4+, du nitrate NO3-. On va en voir deux autres dans les prochaines diapositives. C'est la partie la plus difficile, je vous dirais, du cycle de l'azote, c'est de retenir un peu la différence entre nitrite, nitrate, ammonium, ammonium. Mais on va le voir en détail sur le schéma. Ça va bien se faire, vous allez voir. Donc, tout ça pour dire que les végétaux ne peuvent pas utiliser l'azote directement de l'atmosphère et ils doivent l'utiliser sous une autre forme qui est l'ammonium ou le nitrate. Donc, comment on transforme cet azote-là? Parce que s'il ne peut pas être utilisé directement à partir de l'atmosphère, il doit être transformé, parce que le diazote, c'est très, très stable. Donc, ça a une liaison triple. Donc, il va falloir briser cette liaison-là, si on veut, d'une certaine façon. Le processus pour transformer l'azote par les plantes, on appelle ça la fixation de l'azote. Donc, la fixation de l'azote, ça va être des bactéries qui vont transformer le diazote en ammonium ou en nitrate. Il n'y a pas juste les bactéries qui peuvent faire ça, il y a un autre phénomène qui peut fixer l'azote atmosphérique et c'est la foudre. Donc, la foudre libère une très grande quantité d'énergie dans l'atmosphère, ce qui va briser ces liaisons triples-là qu'on voit ici, ce qui va libérer les atomes d'azote et qui vont ensuite réagir avec l'oxygène présent dans l'atmosphère pour faire de l'oxyde d'azote. C'est vraiment pas important à retenir la forme que ça prend, juste pour vous dire que ça prend une autre configuration qui ensuite, lors des pluies, va retomber et va être, dans le fond, fixée sous une forme qui va pouvoir être utilisée par les plantes. Donc, il y a les bactéries qui peuvent faire de la fixation de l'azote et la foudre. Les bactéries peuvent être présentes dans le sol, dans l'eau. Dans l'eau, on va appeler ça des cyanobactéries. Donc, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est nos fameuses algues bleues, c'est les cyanobactéries. Ou ils peuvent même être en symbiose avec les plantes.
Donc, pardon, ça ici, c'est les cyanobactéries, là, les algues bleues qui vont croître dans des environnements très riches en azote. On va en reparler plus tard à la fin de la capsule. Et pour les bactéries qui sont en symbiose avec les plantes, bien, vous voyez sur le schéma ici, on a une plante avec de l'azote gazeux et elle va s'associer avec des bactéries. Les bactéries vont aller se placer dans ce qu'on appelle des nodules. Donc, dans les racines des plantes, il va y avoir comme des petites cavités, si on veut, dans lesquelles les bactéries vont vivre. Ils vont fixer l'azote pour la plante et en échange, bien, la plante va leur donner certains produits de la photosynthèse, les produits qui sont nécessaires pour la survie des bactéries. Donc, si vous voulez, ça c'est en plus gros, c'est ça ici les nodules, les espèces de petites poches dans lesquelles les bactéries vont vivre en symbiose avec la plante. Donc, on a maintenant ce schéma-là à remplir. C'est dans votre cahier d'exercice à la page 10. Ça ressemble beaucoup au schéma que vous avez eu à faire pour le cycle du carbone. Donc, c'est juste de placer les différents numéros dans les bonnes cases qui correspondent au bon processus. Avant de commencer l'exercice, je vous ai mis ici un rappel des différentes formes que peut prendre l'azote. Donc, l'azote atmosphérique, c'est du N2, du nitrite, c'est du NO2-, nitrate, NO3-, ammoniac, NH3 et ammonium NH4+. Comme je vous ai dit plus tôt dans la capsule, ça, c'est selon moi la partie la plus difficile du cycle de l'azote, c'est de retenir les différents noms et de les associer à la bonne nomenclature des molécules. Mais avec la pratique, vous allez voir, ça se retient facilement. Donc, je vous laisse encore une fois le temps de le faire par vous-même. Je pense que c'est un très bon exercice. Faites pause et revenez voir quand vous avez terminé. Donc, si vous êtes ici, j'imagine que vous avez terminé l'exercice. Donc, on va le corriger à l'instant ensemble. Donc, le premier processus, c'était l'absorption par les racines des végétaux. Donc, c'est les chiffres 5 et 6. Donc, vous voyez ici, en suivant la flèche, on a le nitrate qui s'en va clairement vers la racine ici, et on a même l'ammonium qui s'en va encore une fois vers la racine. Donc, ça démontre encore une fois l'importance du sens des flèches qui nous indique que c'est les racines qui prennent l'azote ici et non qui libèrent de l'azote sous différentes formes. Ensuite, on avait l'ammonification qui dit au contact de l'eau, le NH3 devient du NH4+. Donc, c'est la flèche numéro 2. Et ça se passe naturellement dans l'environnement. Dès que l'ammoniac est en contact avec l'eau, il va changer de conformation, il va se transformer sous forme d'ammonium. La consommation, c'est la flèche numéro 7. Notre plante ici qui est consommée par notre petite marmotte. La décomposition, c'est la flèche 11. Donc, les organismes qui vont mourir vont être décomposés par les bactéries, les champignons, nos organismes décomposeurs, et vont être ramenés sous forme d'ammonium NH4+, ici, par la flèche 11. La dénitrification, qui se fait en absence d'oxygène, c'est la flèche numéro 12. Donc, on a des bactéries qui, dans leur cycle de vie, dans leur métabolisme, prennent vraiment le nitrate et le transforment sous forme d'azote atmosphérique, donc N2, par le processus de dénitrification. Donc, elles font ça naturellement dans l'environnement. Pour ce qui est de la fixation de l'azote, c'est la flèche numéro 1. Donc, on prend l'azote atmosphérique et que ce soit des bactéries qui se retrouvent dans les nodules de nos plantes qui sont en symbiose ou des bactéries qui se retrouvent dans le sol, elles vont fixer l'azote pour le ramener sous forme de NH4+. Là, c'est sûr que ce n'est pas présent dans le schéma, mais si on avait eu une éclair en quelque part, ça aussi, ça aurait pu fixer l'azote. On se rappelle, c'est les bactéries et la foudre qui peuvent fixer l'azote. Ensuite, on a la nitrification, donc la conversion du NH4+ en NO2-, puis en NO3-. C'est les flèches 3 et 4. Okay, donc, tout ce processus-là, c'est la nitrification. C'est le passage vraiment de l'ammonium en nitrite et ensuite le passage du nitrite en nitrate. Tout ça, c'est le processus de nitrification. Et finalement, on a la production de déchets organiques. Donc, nos organismes vivants, nos plantes ici, notre marmotte, même certaines bactéries vont tous faire des déchets organiques qui vont être utilisés par nos décomposeurs pour ramener ça sous forme d'ammonium. Très important ici à prendre en compte, moi, je n'ai pas vraiment de crayon de couleur sur mon ordinateur pendant que je vous fais la présentation, mais les bactéries ici, quand on regarde dans les cercles, ils sont toutes jaunes. Donc, ça pourrait donner l'impression que les bactéries font l'ensemble des processus, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc, si vous avez des crayons de couleur, encerclez les différentes bactéries de différentes couleurs. On a des bactéries, par exemple, ici, c'est vraiment, elle fait de la dénitrification, tandis qu'elle va faire de la fixation de l'azote. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes bactéries qui s'occupent de ces processus-là. Okay? Même chose ici pour la nitrification, ce ne sera pas les mêmes bactéries qui font la fixation de l'azote. Donc, vraiment, gardez en tête que la couleur ici ne veut pas dire que toutes les bactéries font tous les processus. C'est vraiment
il y a des bactéries spécifiques pour chacun. Donc, gardez ça en tête, mettez-vous de la couleur si ça vous aide. On passe maintenant à l'utilité du cycle de l'azote pour l'homme. Donc, en 1909, Fritz Haber, qui est ici à droite, a mis au point le procédé Haber-Bosch, qui a été ensuite industrialisé par Carl Bosch. Donc, c'est un peu entre 1909 et 1913 que le procédé a vu jour. Ce procédé-là, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de synthétiser en laboratoire l'ammoniac, donc le NH3, en utilisant le diazote atmosphérique. Donc, l'azote atmosphérique qui doit être fixé par les plantes, bien, ils ont trouvé une façon de l'utiliser pour produire de l'ammoniac en laboratoire. Ça, c'est super pratique pour l'agriculture parce que ça permet de faire des engrais de qualité, de prendre juste l'azote qui est dans l'atmosphère, de transformer ça sous forme d'ammoniac et ensuite on donne ça à nos végétaux ou on met ça en termes d'engrais sur nos fermes et on produit vraiment des environnements très fertiles. Le problème avec ça, c'est que ce procédé-là se produit à très haute température, ce qui veut dire que ça nécessite beaucoup d'énergie. Et habituellement, les processus qui nécessitent beaucoup d'énergie libèrent aussi beaucoup de gaz à effet de serre. C'est le cas du procédé Haber-Bosch, ce qui veut dire que ça va perturber le cycle du carbone, comme on a vu dans la dernière capsule. Donc, un procédé qui a des avantages au niveau de la production des aliments, mais qui a un désavantage sur tout le cycle du carbone et les impacts que ça peut avoir. Donc, le cycle de l'azote, c'est quoi ces perturbations? Qu'est-ce que ça entraîne dans l'environnement comme perturbation? C'est surtout l'eutrophisation des lacs. Okay? Donc, l'eutrophisation, c'est la croissance d'algues à un niveau plus ou moins contrôlable dû à la très forte présence de nutriments comme l'azote dans l'environnement. Ça se passe surtout dans des régions qui sont près, par exemple, des fermes. Okay? Parce que les engrais à base d'azoté vont être utilisés dans les fermes et ensuite, lorsque la pluie tombe, une certaine partie des engrais va être lessivée vers les cours d'eau et donc il y a beaucoup d'azote qui va se retrouver dans le cours d'eau ou dans le lac. C'est un peu ce qu'on voit ici là, avec le lac qui devient de plus en plus vert. En fait, la raison pourquoi il devient de plus en plus vert, c'est que en ayant davantage d'azote dans notre cours d'eau ou dans notre lac, ça favorise la croissance d'algues qui va ensuite favoriser la croissance de cyanobactéries, donc nos fameuses algues bleues, qui vont utiliser ces algues-là pour leur croissance. Et les cyanobactéries, eux, utilisent l'oxygène présent dans l'environnement. Donc, si on a une surcroissance de cyanobactéries qui utilisent tout l'oxygène de l'environnement, ben, ça a un impact sur plusieurs espèces qui vivent dans ce milieu-là parce qu'eux n'ont plus d'oxygène, n'ont plus l'oxygène nécessaire pour survivre, comme nos poissons, par exemple. On voit tout d'un coup, on était à 3, on est passé à 2 et on en a juste retrouvé un. Pourquoi? Ben, les autres sont morts probablement parce qu'il manquait d'oxygène dans le milieu qui était utilisé par les cyanobactéries qui étaient en trop grande présence dû au fait qu'il y avait des engrais qui se retrouvaient dans nos cours d'eau et qui étaient lessivés. Donc, c'est déjà tout pour la capsule sur l'azote. J'espère que ça a bien été. On se revoit en classe pour parler de tout ça. À bientôt!